Vous aimez One Piece ou Dragon Ball, voire même les deux, alors vous avez de la chance, à la Geeks Day de Lille qui se déroulera du 26 au 27 mai, on proposera en avant-première une expo One Piece X Dragon Ball sur un stand de 60 mètres carrés. Il y aura des cheatés, des planches, des gengas, des dios, bref, que du bonheur. Et en plus, il y aura des B-Times, donc si vous venez pas pour moi, eh bien venez pour eux. Salut mes nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du chapitre 904 et ces chapitres, c'est absolument fou. Des chapitres où il y a plein d'informations, des chapitres où il y a des présentations de personnages. Personnellement, c'est quelque chose que j'adore. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette recherche de trouver justement les inspirations d'Ichiro Oda. Donc voilà, j'ai pris énormément de plaisir à faire les recherches. Donc j'espère que vous aurez énormément de plaisir aussi à regarder cette vidéo. Vous le sentez, j'ai hyper la patate. Donc on va essayer de pas trop partir en live. Donc on va essayer de suivre un plan. Premièrement, on va faire un petit récapitulatif des différentes informations qu'on a eues dans ce chapitre. Après, on va parler bien sûr des révolutionnaires, des 4 commandants qui correspondent aux 4 mers, et on va finir aussi par une petite projection sur le futur, voir vraiment ce que va donner cette rêverie. Bref, encore une fois, plein de choses à dire, donc on va pas perdre de temps. Allez hop, c'est parti. Alors déjà, je sais pas si vous l'aurez ressenti quand j'ai fait ma réaction live, mais lors de la première lecture, j'ai été moyennement emballé par ce chapitre. Pour moi, il était sympa, mais sans plus. Une présentation de personnages, seulement centré que sur les révolutionnaires. C'est quand même assez rare d'avoir un chapitre vraiment centré que sur une seule action. Et même si on a eu l'information absolument géniale que les révolutionnaires, on va y arriver, vont directement aller attaquer le gouvernement mondial à la rêverie pour leur déclarer la guerre, même si c'est quelque chose qu'on se doutait quand même assez. On a une autre information comme quoi que le Germa Double Six a été directement enlevé de la rêverie, donc on va pas les revoir tout de suite. Ce chapitre m'a déçu. Premièrement, les révolutionnaires, les 4 commandants qu'on a eu sont quand même assez loufoques. C'est pas des personnages, il y en a aucun qui semble hyper badass, surtout quand tu vois après le pouvoir de Betty. Mais quand on reprend vraiment le rôle des révolutionnaires, et on va voir ça tout à l'heure, on voit que c'est parfaitement dans le truc. Moi, ce qui m'a énervé, ce qui m'a vraiment énervé d'abord, et c'est pour ça que pour moi ce chapitre avait un goût fade dans la bouche, c'est tout simplement qu'on n'a pas eu d'informations sur ce qui s'est passé à Baltigo. Je sais pas pour vous, mais moi personnellement, quand je m'attendais à ce qu'on parle de Dragon et qu'on se parle des autres, je m'attendais à avoir plein d'informations, savoir comment ils auraient essayé de s'échapper, voir les informations et tout ça, et malheureusement il n'y a rien eu. En plus, Dragon, il est là seulement que sur 1 ou 2 pages, et vraiment après tout le reste, ça se situe au niveau de l'île de Lulusia, ou Illusia en fonction des traductions qu'on choisit, et c'est quelque chose qui m'a déçu. Donc voilà, j'avais fermé le chapitre. Après je me suis dit bah tant pis, on va le rouvrir au moment de faire la recherche. Et quand j'ai commencé à le relire, quand j'ai commencé à faire mes recherches, eh bien je me suis aperçu qu'il y avait énormément d'informations, et au fur et à mesure que je faisais des infos, que je faisais des recherches, eh bien j'ai appris plein de choses, et c'est ça que j'aime. J'aime apprendre des choses avec One Piece, et j'espère que vous aussi, vous aimerez apprendre toutes les choses que je vais vous apprendre. Ça fait beaucoup de mots à apprendre là, je m'aperçois. Ce qu'on va faire pour bien comprendre ce que sont les révolutionnaires, on va faire un petit récapitulatif. Dans le chapitre 142, on a eu le roi justement de Lulusia qui est Thalassa, et ça c'est vraiment drôle parce qu'on sait que Ichiro Oda s'amuse un petit peu à jouer avec le destin. On va revoir ça justement un tout petit peu tout à l'heure. Prévient que ce mec là, il fait voir la photo de dragon, il dit ce mec là risque d'être dangereux, et si on ne l'arrête pas maintenant, dans 5 ou 6 ans il va être absolument inarrêtable. Et là on voit déjà que ce roi avait une bonne prédiction du futur, parce que quand même Dragon a envie de destituer, il a envie de déclarer la guerre au gouvernement mondial. Ce qui s'est passé après, c'est que pour une menace vraiment importante comme ça, on n'en entend plus du tout parler, sauf au niveau de Impel Down quand on apprend qui est réellement Ivankov, et aussi quand on a le retour de Sabo. Et à ce moment-là, toujours entre les arcs comme c'est en ce moment, on a quelque chose qui est super important, c'est-à-dire que Sabo, une fois qu'il quitte Dressrosa, revient au niveau de Baltigo et il s'aperçoit pas, ou alors il est peut-être au courant, mais ça on va en parler un tout petit peu tout à l'heure, que
Burgess est là et Burgess contacte Lafitte ainsi que Shiryu pour leur dire qu'il a trouvé où est Baltigo et qu'il faut amener Barbe Noire et même tout le reste de la flotte pour détruire ces révolutionnaires, c'est-à-dire faire une attaque surprise. Et après, c'est-à-dire que tout l'arc Zou se passe, et une fois que l'arc Zou se termine, on a une autre information à travers les journaux, c'est-à-dire que Pedro lit dans le journal que Baltigo a été trouvé et aussi détruit. Cependant, il n'y a pas d'information sur Sabo ni sur Dragon, mais il y avait Barbe Noire et sa flotte qui étaient sur place, et il y a eu une altercation avec le Surfer Pole avant justement que Barbe Noire et sa flotte puissent partir. On ne sait rien d'autre là-dessus, et justement j'attendais dans ce chapitre d'avoir des informations, parce que moi ce que je pense, c'est quand même des révolutionnaires. Ils jouent beaucoup sur tout ce qui va être l'information. Ils savaient que Burgess était là, et ils ont voulu tendre un piège au niveau de Barbe Noire, se sont enfuis au préalable. Ils ont été la source anonyme qui a averti le gouvernement mondial pour normalement attraper les révolutionnaires, sauf que les révolutionnaires n'étaient pas là, et donc il y a eu une altercation avec Barbe Noire. Donc je pense que là, on a un coup d'intelligence au niveau de Dragon, parce qu'on savait aussi que Dragon était en train de préparer la grosse réunion justement avec tous les leaders des révolutionnaires. Et il y a aussi un truc qui est vraiment génial, c'est que dans toutes les premières deux pages, après Dressrosa, quand il y a eu la prime de 500 millions de berry au niveau de Luffy, il y a eu plusieurs échos dans le monde, justement. On voit un moment, on voit Shanks, on voit les anciens les anciens amis des Mugiwara qui justement lisaient les nouvelles primes de l'équipage. On voyait Ivankov préparer une table, et cette table justement est la préparation de la réunion qui est en ce moment. Sauf que nous, au préalable, ça, par exemple, on ne savait pas. On pensait que Ivankov, il préparait une table parce qu'il avait envie de préparer une table. Et encore une fois, Eiichiro Oda aime bien nous placer plusieurs centaines de chapitres en amont, une petite information qui est anodin à ce moment-là. Donc, ça montre que Dragon avait dans l'optique de tendre un piège à Barbe Noire. Donc déjà, ça, pour montrer l'intelligence du personnage, c'est vraiment important, parce que ça, on va le réutiliser plus tard à la fin, quand on va essayer de se projeter un petit peu au niveau de la rêverie. Cette table nous montre aussi quelque chose d'intéressant. On voit qu'il y a 9 places dessus. Donc il y a une place bien sûr pour Dragon, une place pour Koala, une place pour Inazuma, une place pour Ivankov, une place pour Sabo, et après les 4 dernières places sont pour les commandants des armées révolutionnaires qui correspondent à certaines mers. Et là, il y avait quelque chose qui est très important. On pensait que la hiérarchie, je vais y arriver, au niveau des révolutionnaires était un petit peu comme celle des Baroque Works. C'est-à-dire qu'on avait le dragon, pas le dragon, mais on avait Crocodile qui était tout en haut, et après on avait le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, comme on disait que Sabo était le second de l'armée des révolutionnaires, on sous-entendait qu'il y avait quelqu'un en plus, et cette personne, on l'imaginait justement par rapport à la photo qu'on a vue quand il y avait eu le dialogue entre Doflamingo et Tsuru. On avait vu un gros monsieur avec un chapeau, on avait vu Sabo, on avait vu Dragon, et on avait vu aussi Ivankov, et on s'est dit tiens, sûrement que le premier ça va être le gros bonhomme, sauf que le gros bonhomme, il semblerait que c'est Morlaix. Et donc, on peut imaginer, vu le dialogue qu'il y a justement entre l'un des commandants de l'armée révolutionnaire et Sabo, qu'il est hiérarchiquement en dessous. C'est-à-dire que les gens informent Sabo qu'ils vont être en retard. Et ils ont l'air d'avoir la même hiérarchie. Donc ça voudrait dire que Sabo est au-dessus d'eux, et Sabo est directement en dessous de Dragon. Et donc Dragon serait le premier de l'armée révolutionnaire. Ça c'est déjà pas mal, parce qu'encore une fois, ça voudrait dire que Eiichiro Oda s'est moqué de nous en nous montrant justement ce gros personnage qui est Morlaix, juste un petit peu au-dessus, comme si on le prenait littéralement et même physiquement comme un supérieur de lui. Et ça, ce n'est pas le cas. Après, l'autre chose aussi qui est vraiment sympa, c'est de voir le regard qu'il y a dans Sabo quand il annonce qu'on va déclarer la guerre au gouvernement mondial. Ça justement, on va le reprendre plus tard, parce que je pense qu'il va voir quelqu'un au niveau de la rêverie, et ça va lui faire un tout petit peu bizarre. Enfin, pas à Sabo, hein, mais à l'autre.
Bon, maintenant on va parler des révolutionnaires, enfin des quatre commandants de l'armée des révolutionnaires, et j'ai pris énormément de plaisir à chercher tous les petits détails. On va les prendre par ordre géographique, je dirais ça comme ça. On va commencer par le nord, après l'ouest, l'est et enfin le sud. On va commencer par le nord qui est Karasu, qui est un mec en corbeau. Donc c'est déjà lui qu'on avait vu au niveau de Dressrosa quand il y avait justement ces corbeaux géants qui avaient emmené Sabo, qui avaient emmené Sabo tout simplement, et on avait vu qu'il y avait justement un petit dialogue avec eux. On avait vu aussi qu'il lui avait demandé s'il pouvait les contacter, l'autre avait répondu qu'il pouvait les contacter quand il voulait. Et ce qui est vraiment important, c'est qu'il y a bien longtemps, je ne me rappelle plus du tout le chapitre, mais c'était un chapitre où on voit la fuite de Robin au niveau de Tequila Wolf. On voit qu'il y a justement un révolutionnaire qui reçoit un journal par un corbeau, et il faut savoir que le corbeau est un messager. Bon, souvent c'est le messager de la mort, donc c'est pas de bon augure de voir un corbeau, mais il a ce côté noir qui est vraiment sympa, qui est en totale opposition par rapport au messager blanc, enfin qui représente un petit peu la moitié. Au niveau de la couleur déjà, on a une certaine différence, et il y en a un qui est pour le gouvernement mondial, et il y en a un autre qui est justement pour les personnes qui sont plus de l'ombre des révolutionnaires, donc déjà il y a une bonne chose. Après on voit qu'il a un masque, le masque nous fait aussi penser au docteur qu'il y avait au moment où il y avait je crois que c'était la peste noire. Et en vérité, le masque qu'ils avaient en métal, ça permettait aux gens de mettre des herbes dedans pour avoir une bonne odeur, parce que quand ils travaillaient, c'était souvent avec des cadavres et il y avait une odeur qui était pestilentielle, donc c'est pour ça qu'ils avaient ce truc qui était en forme de bec. Et ce truc de bec a été énormément repris dans tout ce qui a été un petit peu steampunk, et on voit que le côté steampunk est quand même quelque chose qui est pas mal au niveau de l'armée des révolutionnaires. Après, la chose la plus importante au niveau de ce personnage, c'est pas le fait qu'il ne parle pas parce qu'il a oublié de mettre ses haut-parleurs. Il y a toujours un petit effet un petit peu comique du personnage qui est assez sympa, mais c'est l'utilisation de son pouvoir. On pensait que la personne avait un fruit du Zoan et qu'il arrivait à se fragmenter en plusieurs corbeaux. Et là, ce qu'on remarque, c'est que quand on voit son corps, à un moment, on a l'impression que c'est sa cape qui se transforme en corbeau. C'est ce qu'on voit dans les premières pages. On voit des corbeaux qui arrivent juste de partir sur le côté, sauf qu'à un moment, quand il envoie son attaque, quand il est en support, on voit qu'il y a tout le bas de son corps qui disparaît et qui devient des corbeaux. Et là, moi, ça me fait énormément penser aux fruits de Moria. Quand justement il se séparait avec ses ombres pour créer ces entités noires, eh bien on peut trouver ici une sorte de similitude, et je me demande s'il n'aurait pas le paramécia de l'encre. Je sais pas ce que vous en pensez, qui pourrait faire en plus l'encre par rapport au message. Il y aurait comme une sorte de connotation qui irait bien avec. Et ce mec est quand même assez nébuleux, il est assez énigmatique. Et encore une fois, c'est par rapport aux informations, par rapport aux choses cryptées, tout ça, je trouve que ce personnage est assez grand. Il a quand même, moi je trouve que des quatre déjà, c'est celui qui a le plus de charisme. Il a ce petit côté énigmatique, donc au niveau, et en plus, je ne l'ai même pas dit, mais Karasu en japonais, ça veut dire corbeau. Donc encore une fois, il y a un petit. Encore une fois, est-ce que c'est son nom ou si c'est son surnom? Ça c'est vraiment important à savoir. Donc voilà, ça c'est le petit détail. Donc ça c'était pour lui. Maintenant, on va passer sur le commandant de l'armée de l'Ouest. L'Ouest. Je sais même plus où c'est. À l'ouest, on a le géant Morley. Morley, alors comme je l'ai dit dans la réaction live, ça me disait quelque chose. Et oui, en anglais, taupe se dit mole. Donc déjà, on a une sorte de lien ici. Et il faut savoir aussi qu'au Japon, le trident, l'arme qu'il utilise justement, se dit mori. Et d'un point de vue phonétique, d'après ce que j'ai appris, eh bien, le nom Morley serait une contraction, serait justement un mélange des deux. Alors, le fruit du démon qu'il possède, c'est un fruit du démon qui a été mis dans une arme. Sauf que il y a quelque chose de bizarre, c'est-à-dire que quand on a appris les armes, les armes au niveau des fruits du démon, c'était des Zoan qui étaient mis dans des armes. Sauf que ici, ça ne peut pas être le fruit de la taupe, parce que le fruit de la taupe a déjà été pris par quelqu'un d'autre. Donc, savoir si, d'un point de vue technologique, ils ont réussi à faire mieux que ce qu'a fait le Dr Vegapunk, parce que le Dr Vegapunk c'est lui qui a justement réussi à faire l'assimilation entre des Zoan et des armes. Là on aurait peut-être
un fruit du paramécia qui serait mis dans une arme. Vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Et donc, ce qui se passe, c'est que le mec, il peut modeler. Donc, c'est peut-être le fruit paramécia de la pâte à modeler. Hein, pourquoi pas. Ça rappelle énormément l'utilisation qu'avait par exemple Senior Pink aussi. Et un petit peu aussi Mr. Sweet qui arrivait un petit peu à modeler la cire. Donc, il peut modeler le sol. Et il peut creuser des trous. D'ailleurs, en parlant de creuser des trous, vous avez été super nombreux aussi à essayer de dire que c'est peut-être lui, vu que c'est un révolutionnaire et vu que c'est un entre guillemets, je dirais un travelot, hein, c'est pas, il y a aucun mot péjoratif là-dedans, parce que la façon dont il parle en japonais, c'est typiquement d'une personne efféminée. Et d'ailleurs, il y a une totale opposition entre son gabarit, le fait qu'il mette un kilt et le fait aussi qu'il mette des chaussettes longues. Il y a tout un contexte sur le personnage qui est complètement loufoque et qui est absolument excellent. Et donc, vu que on peut imaginer que justement c'était un ancien géant, qu'il a été emprisonné au niveau de Impel qu'il a été secouru par exemple par Ivankov, que Ivankov ait réussi à faire à ce que cette personne soit ce qu'elle est réellement au fond, j'allais dire au fond d'elle, mais au fond de lui aussi. Et après, en remerciement, il l'a aidé à creuser toutes ces galeries pour créer ce niveau 5.5. Je ne sais pas si vous voyez dans quelle optique. D'ailleurs, on remarque aussi que quand il prépare, quand il y a Ivankov qui est là avec ses autres amis qui sont en train de préparer, il y en a un qui aimerait beaucoup revoir Morley. Donc là, encore une fois, on voit que c'est des personnes qui se connaissent énormément et qui s'apprécient énormément. Donc voilà, il y a tout un... C'est ça qui est génial parce que il y a tout un... On s'attendait une armée des révolutionnaires hyper badass et j'en vois énormément qui ont été déçus parce que les mecs sont complètement what the fuck. Et Morley, pour moi, c'est peut-être le personne qui est le plus what the fuck. Maintenant, on va parler de Bello Betty et là, le nombre de références qu'il y a, c'est absolument fou. Je ne sais pas si toutes les références sont bonnes, mais il y en a quand même pas mal. Et on va aussi expliquer pour certaines comment Ichiro Oda a pu avoir ces références. Premièrement, sa Bello Betty peut faire penser justement à Betsy Ross, qui a été la personne qui aurait cousu, entre guillemets, parce que c'est pas quelque chose qui a été vérifié, parce qu'il y aurait plusieurs sources justement pour la création de ce drapeau américain, et justement c'est Washington qui avait demandé ça. Donc là déjà on voit une référence par rapport à la Révolution et aussi par rapport au drapeau. Après il y a une autre personne qui est une grande héroïne au niveau de l'armée révolutionnaire aux États-Unis pendant la Révolution d'indépendance contre les Anglais. C'est Betty, là on est bien sur Betty, c'est Betty Zahn qui aurait fait un haut fait. C'est n'importe quoi. C'est dire qu'à un moment, il y a un fort qui est attaqué, ils vont presque crever, et il manque de munitions, et il manque de poudre, et ce qui se passe, c'est que la fille, elle est partie, elle a couru longtemps jusqu'à ses ailes pour aller choper de la poudre noire, et après la ramener. Donc voilà, et c'est une héroïne, et il y a même eu des poèmes qui ont été faits en son honneur. Mais au niveau des références, je ne sais pas si on peut vraiment les prendre, parce que je ne sais pas si Ichiro Oda avait connaissance de ça. Par contre, les deux autres personnes dont je vais vous parler maintenant, nous on les connaît, et elles sont hyper connues au Japon. Premièrement, Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc est hyper connue au Japon. Il y a même eu, je crois, un manga, un anime qui a été fait sur elle. Et pourquoi j'en parle? Tout simplement parce qu'elle avait un étendard. Justement, au niveau du siège d'Orléans, l'armée française, c'est-à-dire que c'était l'armée anglaise qui avait justement Orléans, et l'armée française voulait l'attaquer, mais vu que c'était super bien fortifié, ils n'y arrivaient pas. Et ce qui s'est passé, c'est que Jeanne d'Arc est arrivée, bon, je vous abrège, mais avec un étendard et avec sa fougue verbale, elle a réussi à remotiver l'armée française, et l'armée française a réussi à mettre en déroute, a réussi à faire peur aux Anglais. Et justement, il y a eu la libération d'Orléans.
Donc voilà, tout ça par une femme avec un étendard qui a réussi à motiver les troupes. Et il faut savoir aussi que l'étendard avait une grosse couleur blanche, avait des fleurs de lys bleues et je sais plus autre chose. Et donc on voit que le rôle qu'a justement Bello Betty par rapport à Jeanne d'Arc, c'est typiquement la même chose. Et ça fait aussi penser à autre chose, ça je l'ai dit aussi pendant ma réaction live, c'est tout simplement Marianne. Marianne, justement, la Révolution, alors il y en a certains qui sont trompés, ce n'est pas une reproduction de la Révolution française, mais c'est la deuxième Révolution qui a eu lieu en 1930, c'était pendant les Trois Glorieuses, qui étaient les trois Glorieuses qui sont les 3 jours, qui sont le 27, 28 et 29 juillet, hein, ceux qui veulent réviser pour le bac d'histoire, bah merci le doc, et justement Delacroix a fait un super tableau qui était géant, et ça vous me direz, mais comment Ichiro Oda a pu connaître ce tableau? Et bien tout simplement parce que ce tableau a une aura internationale, parce qu'il est déjà présenté au Louvre. Il y a énormément de visiteurs qui ont été au Louvre. Ichiro Oda, je ne pense pas qu'il est né en France, je ne pense pas qu'il ait été au Louvre. Cependant, Chirac en 1997, quand il avait été au Japon, il avait dit au ministre, je crois que c'est au ministre de la Culture justement du Japon, il lui avait dit, eh bien on va vous prêter le tableau justement de Delacroix, et il avait été emmené en 1999, il a été exposé à Tokyo au musée national à Tokyo, et ce qui s'est passé c'est que il y a eu une affluence absolument folle, il y a eu 380 000 visiteurs. On sait qu'en 1999, normalement Ichiro Oda était à Tokyo et travaillait bien sûr pour la Shueisha, parce que One Piece a commencé en 1997, et donc je pense que Ichiro Oda a dû visiter le musée, a dû voir ce tableau, il a dû être impressionné et il a dû prendre ce personnage comme référence. Donc voilà, c'est alors moi ce que j'aime bien, c'est pas le fait de dire c'est une référence à Delacroix. Ce que j'aime bien faire les recherches, c'est de se dire comment Ichiro Oda a pu avoir l'information, comment il a pu connaître ce tableau. Et de savoir qu'en 1999, il a été mis au Japon et qu'il y a eu une telle aura autour de ça, ils en ont parlé dans tous les médias. Je pense que Ichiro Oda, vu qu'il aime bien, avoir des inspirations, je pense qu'il a dû se déplacer. Ça serait sympa de lui poser la question dans un SBS. Faudrait poser la question dans un SBS. Je vais voir ça. Parce que franchement, ça serait quand même hyper méga top. Donc voilà. Donc voilà, la référence par rapport à Betty, enfin pas à Betty, mais à Bello Betty, et le fait aussi qu'elle soit complètement dénudée, que ce soit presque les seins à l'air, que les tétons soient seulement cachés que par le haut de sa veste, c'est quand même fou. Le fait aussi qu'elle tienne le drapeau droit, et aussi que le drapeau est justement par rapport à Fruit du Démon, qui ait ses capacités à ressortir le meilleur, la force latente dans les personnes. Ça peut être vraiment très important pour l'attaque à la rêverie, mais ça on en reparlera tout à l'heure parce qu'il nous reste encore une personne à parler. Le dernier, c'est tout simplement Lindbergh, qui est le commandant des forces armées des mers de South Blue. Il faut savoir aussi que Franky est originaire de South Blue. Donc là déjà le petit, je sais pas si tous les gens, s'il y a beaucoup de gens du sud, je sais même pas si Vegapunk, on a l'information, peut-être qu'on aura l'information que Vegapunk est aussi originaire du sud. Bref, on voit que Lindbergh est quelqu'un qui a un réacteur dans le dos. D'ailleurs, il y a aussi un réacteur dans le dos de Morley, que j'ai pas dit tout à l'heure, donc savoir si c'est pas Lindbergh qui l'a créé justement pour lui, et que c'est peut-être Lindbergh qui a implanté un fruit du démon dans le trident. Ça serait à réfléchir. Là on est un petit peu dans un côté steampunk qui est vraiment sympa. D'ailleurs j'ai oublié d'en parler, mais ils ont tous un chapeau, à part bien sûr Karasu, mais ils ont tous un chapeau avec des lunettes, mais qui ont un format différent du style de Chabot, mais qui fait quand même énormément penser, comme je l'ai dit, au steampunk. Le fait qu'il ait aussi un fusil, qu'il ait réussi à maîtriser la glace est vraiment quelque chose d'important. Quoique le steampunk, on l'a, parce que comme j'avais dit tout à l'heure, le masque de corbeau, ça fait aussi penser un petit peu au steampunk. Et donc Lindbergh est un minx, ça aussi c'est très important. Ouais, donc ça voudrait dire qu'il n'est pas originaire de South Blue, mais qui représente South Blue. À réfléchir encore une fois. Vous voyez, je suis encore en train de réfléchir au moment où je fais cette vidéo, et ça reprend le nom de Lindbergh. Et Lindbergh, c'est qui? C'est tout simplement un aviateur américain qui, dans les années 20 ou 30,
je ne me souviens plus, a fait la traversée de New York à Paris au bord du Spirit of Saint-Louis. D'ailleurs, le Spirit of Saint-Louis, il est exposé quelque part, mais je me rappelle plus où. Et il est à noter que des grands journaux de l'époque ont dit que ceci était une révolution. Donc encore une fois, tu as certaines petites références qui sont vraiment pas mal. Donc encore une fois, moi je pense que Vegapunk fait partie des révolutionnaires. Moi c'est ma théorie que j'ai personnellement. Et pourquoi pas, on pourrait penser que Lindbergh serait un des disciples de Vegapunk. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires, comme d'habitude. De toute façon, on en reparlera mercredi quand on fera la réponse aux commentaires. Donc voilà, je pense qu'on a bien survolé, on a bien expliqué toutes les références par rapport au commandant. Maintenant, on va parler un petit peu de ce qui va se passer à la rêverie. Déjà, je vais parler de Sabo. Sabo, on voit le sourire qu'il a quand justement Dragon dit qu'on va aller déclarer la guerre au gouvernement mondial. Et il faut savoir que Sabo a une dent contre les dragons célestes. Premièrement, au niveau du royaume de Goa, ils ont brûlé son chez lui, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ont brûlé la décharge parce qu'il y avait un dragon céleste qui allait arriver, et vu que ça puait et vu que ça allait faire sale, il fallait absolument détruire la saleté pour que le dragon céleste ne soit pas offensé. Et quand on voit en plus Sabo, comment justement il a pleuré quand il y avait Dragon qui était là, on voit vraiment qu'il y a un très très grand lien. Deuxièmement, on a appris que Stelly est devenu, qui est le frère adoptif de Sabo, est devenu le roi. Donc imaginez le dialogue qu'il va y avoir entre les deux. Ça va être, mais rien que pour ça, ça va être monumental. Et encore une fois, c'est des trucs qui sont mis à droite à gauche à travers quelques chapitres qui sont présents ici, qui sont absolument géniaux. Une autre chose aussi qui est vraiment excellent là-dedans, que Ichiroda aime jouer avec le destin. Je vous l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo que dans le chapitre 174 ou 142, décidément avec les chiffres, j'ai vraiment du mal. Bref, quand Thalassa il avait annoncé que Dragon était un danger, il a peur des révolutionnaires parce que les révolutionnaires peuvent destituer son statut. Et l'ironie de la chose, c'est qu'au moment où il part, avec les offrandes, avec l'argent de son peuple, il laisse son royaume sans défense et il est attaqué par un pirate qui est Barbe Noire, enfin qui est barbe pêche ou barbe rose en fonction d'eux, et qui est sous les ordres de Barbe Noire. S'il n'y avait pas eu les révolutionnaires qui étaient venus, son royaume aurait été détruit, aurait été pillé. Et son royaume a été sauvé par des révolutionnaires, les mecs que lui, il avait dénoncés plusieurs années plus tôt. Est-ce que vous voyez pas l'ironie de la chose? Et ce qui est encore plus ironique là-dedans, c'est que quand on fait une étude de l'architecture de son royaume, on remarque que Ichiroda a choisi une architecture qui est typique des pays de l'Est, de l'ancienne, de l'ancien empire russe, de l'ancienne URSS. Et ce qui est vraiment génial, c'est ce qu'on apprend à l'école, c'est que avant c'était les tsars qui gouvernaient ça, et c'est le peuple qui s'est révélé et qui s'est révolté grâce à Trotsky, Staline et aussi Lénine. Et justement, ça reprend exactement ce que la révolutionnaire, ce que Belobetti dit. Il n'y a pas de héros, vous êtes vous-même les héros, vous devez vous-même avancer, vous devez vous-même être les acteurs de votre propre liberté, vous devez être les acteurs de votre propre destinée. Ça, c'est quelque chose que Ichiroda adore montrer dans son... Vous leur en avez souvent parlé au niveau du destin, qu'on doit justement se prendre sa vie en main. Et il faut savoir que justement l'URSS, c'est-à-dire que ce qui se passe est exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a un peuple qui est en train de se soulever par rapport à des meneurs. Et c'est sûr que quand... si je fais pas troller la gueule au niveau de la rêverie, quand il va revenir tout tranquille en disant putain on a échappé au pire, il va se faire décalquer par la ville, quoi. Enfin par le village, par son royaume. Il va plus être le bienvenu. Surtout quand tu vois sa fille, comment elle est horrible, qu'elle a piétiné la gueule des pirates et tout ça. Donc voilà, il y a tout plein de petites choses comme ça qui sont montrées, qui sont vraiment une deuxième, voire même une troisième lecture, qui est vraiment géniale. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer maintenant réellement au niveau du gouvernement mondial? C'est tout simplement, il faut reprendre un texte
qu'avait sorti Doflamingo par rapport à Law. Law lui avait dit mais tu n'es plus un dragon céleste, comment ça se fait que tu arrives encore à manipuler autant le gouvernement mondial et les dragons célestes? Et lui, Doflamingo, il dit moi je suis un dragon céleste, donc je suis au courant du trésor national qu'il y a au niveau de Marijoa, et si les peuples étaient au courant de ce qu'il y avait là-bas, ça serait une révolution, le monde changerait. Et c'est ça qui est important. Je pense que Dragon a l'information du trésor national. Et il va aller foutre la merde là-haut pour choper le trésor national, de montrer au monde vraiment ce qui est important. L'inconvénient, c'est que là, il y a une mise en place qui a été faite de la part d'Ishiroda, c'est-à-dire qu'il nous a présenté vraiment bien détaillé les différents commandants. Et donc, c'est sûr qu'ils vont avoir une utilisation après. Il ne peut pas les avoir présentés aussi profondément, avoir fait autant de choses sur eux pour les reléguer à un plan secondaire. Il va y avoir une putain de bataille au niveau du gouvernement mondial. Et là-haut, il ne va pas y avoir n'importe qui, il va y avoir les amiraux. Quand on voit la vitesse qu'a mis justement Akainu pour aller jusqu'au Goreisei, pour aller leur dire c'est quoi cette merde, comment ça se fait que Doflamingo est toujours un Shichibukai alors que normalement il avait été destitué et que je n'avais pas été mis au courant, il y a été en quelques temps. Donc là-bas il doit avoir une force absolument de folle. Il va y avoir les 3 amiraux qui vont être là gardés parce que je pense que Akainu n'est pas un idiot et sait justement qu'il va y avoir une attaque. Il sait qu'à Baltigo, il s'est passé quelque chose. Il y a peut-être des preuves qui ont été laissées. Il y a peut-être des trucs qu'il a découvert là-bas. Et je pense qu'il va y avoir un putain de guet-apens au niveau de la rêverie. Et l'arc qui va nous arriver là bientôt. On attend tous Wano Kuni comme des fous. Mais ce qui va nous arriver au niveau de la rêverie, ça va être un truc de taré. Ça va être un truc de taré. D'autant plus que ça va permettre à Eiichiro Oda de reculer un petit peu tout ce qui va être les Mugiwara, parce que les Mugiwara sont au niveau, ils viennent de partir de Whole Cake, ils doivent aller à Zoo pour après aller au niveau de Wano Kuni, et tout ça se passe sur le Nouveau Monde. Et il faut savoir que Momaro, je crois que c'est comme ça que s'appelle l'île, là où il y a justement l'assemblée des révolutionnaires, ça se passe sur Grand Line. L'île de Lulushia, c'est sur Grand Line aussi. Et on voit que c'est pas très loin les uns des autres. Et après de Grand Line, ils vont sûrement aller à Marijoa. Et Marijoa est le passage justement entre Grand Line et le Nouveau Monde. Maintenant, savoir comment ils vont réussir à monter, est-ce qu'ils vont escalader comme l'a fait Fisher Tiger la Red Line, est-ce qu'ils vont utiliser un truc avec le gaz, est-ce qu'ils vont utiliser un truc par exemple avec le vent, si par exemple, on peut imaginer que Dragon a le fruit du vent. On ne sait pas comment ils vont y arriver. Mais ils vont pas y arriver. Je pense pas qu'ils vont y arriver en infiltration. Je pense qu'ils vont y arriver vraiment très très fort. Et peut-être que il y a déjà des révolutionnaires qui se sont fait attraper pour être avec les Tenryubito et commencer à être des esclaves des Tenryubito et à commencer à fomenter une rébellion. Comme ça, quand les révolutionnaires vont arriver, eh bien, tous les esclaves vont pouvoir se rebeller parce qu'on sait que c'est déjà arrivé une fois, donc ça peut arriver encore une fois. Fisher Tiger, ce qu'il a fait est parfaitement réalisable à nouveau. Cependant, avec ce qu'a fait Fisher Tiger, je pense que les Tenryubito ainsi que le gouvernement mondial et bien sûr la marine vont prendre les mesures pour pas que ça se reproduise. Donc, on s'imagine tous des trucs à Wano Kuni, mais je vous promets qu'à la rêverie, il va se passer des trucs absolument de taré. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette vidéo. J'espère, je sais même pas le temps qu'elle va durer, mais je pense qu'elle va être quand même très très longue. J'espère quand même qu'elle vous a fait plaisir. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager par exemple vous, laissez des commentaires et surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.